Adulte. Mode d'emploi. Adulte. Difficile, hein. Avec courage. Adulte. Adulte. J'en peux plus de ce mot. Bah si, adulte, ça va le faire. De ouf. Adulte. Mode d'emploi. Oh yeah. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de Adulte Mode d'emploi. Comment ça va, Valentin ? Ça va pour le moment, mais je crois que ça va très vite aller un peu moins bien. Et toi ? Aïe, aïe. Et oui, parce que le sujet du jour, moi je De- me prononce même pas sur mon état. de tout le mois de mars même, on va vous parler d'écologie, ça c'est bien, parce que clairement ça devient une grande préoccupation. Et on va commencer fort, parce que dans cet épisode, on va vous parler de la fin du monde. Voilà. Ou en tout cas, on va voir comment gérer ses peurs, ses craintes, avec le contexte actuel, les scénarios catastrophes liés au réchauffement climatique. Je sais pas si vous en avez entendu parler. C'est joyeux. Moi, perso, j'ai pas trop de craintes concernant ça. Enfin, évidemment que si, mais ça va de mal en pis de toute façon. Donc, tant que je peux pas changer les choses, je laisse faire. Et s'inquiéter, c'est souffrir deux fois. Et Voilà. ben, t'es quelqu'un d'assez détente, Valentin, ça fait plaisir à voir. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'angoisse pas trop. Enfin, j'ai l'impression que ça m'angoisse pas trop, mais en même temps, j'ai une urgence de vie depuis toujours. Parce que je me dis, on va mourir bientôt là. Wow. Genre d'ici quelques mois, quelques semaines, qui sait. Du coup, je sais que je suis très pressée de vivre les choses. Genre, je supporte pas de me dire, je ferai ça plus tard. Et du coup, pour nous aider à mettre des mots sur tout ça, on a Charline avec nous. Bonjour Charline. Bonjour à tous les deux. Charline de Montpellier, comment ça va ? Ça va plutôt bien à Montpellier. Aujourd'hui, il fait beau. Et Donc c'est plutôt sympathique. Tu as bien de la chance. Tu as bien de la chance. Est-ce que tu peux nous dire qui es-tu ? Oui, je suis psychopraticienne. J'ai été formée en analyse psycho-organique, qui est une méthode de thérapie qui fait le lien entre le corps et l'esprit. Et je reçois depuis 2019 des personnes qui sont inquiètes par rapport aux problématiques climatiques. Ok, et du coup, qu'est-ce que ça veut dire des gens qui sont éco-anxieux ? Ils viennent te voir parce qu'ils ont des symptômes de la fin du monde ? Ça se traduit comment en fait dans la vie de tous les jours ? Alors c'est des gens qui vont avoir beaucoup d'angoisse, une grande inquiétude par rapport au futur qui est liée vraiment à tout ce qu'on sait aujourd'hui des problématiques climatiques. Et on s'aperçoit que ça vient réveiller des angoisses existentielles, les angoisses de mort, et ce qu'on appelle aussi des angoisses eschatologiques, c'est des angoisses de la fin du monde. Et ces personnes peuvent avoir très peur de voir des températures qui vont s'élever, avec des températures super chaudes, de voir arriver des nouvelles maladies, comme on a pu voir avec la pandémie du Covid, de voir des inégalités aussi des sociétés qui vont continuer à croître, des montées des extrêmes, de la violence, de la guerre, tout ça créé par cet état du monde bouleversé par ces enjeux problématiques du dérèglement climatique. Écoute, ça me rassure pas, Charline, parce que tous les symptômes que tu viens de citer, je me reconnais dedans. Peut-être qu'il faut que je vienne te consulter un peu. Du coup, c'est quoi les signes vraiment d'une éco-anxiété Comment c'est que c'est ça ? Alors, quand on est éco-anxieux, on va vivre déjà cette grande inquiétude par rapport à l'avenir, qui est quelque chose de justifié, et c'est tout à fait légitime et rationnel, et l'éco-anxiété, c'est pas du tout une maladie mentale, mais ça peut être très désagréable, c'est-à-dire qu'on peut avoir des manifestations anxieuses et ou dépressives. On peut vivre aussi des ruminations et des obsessions écologiques, c'est-à-dire qu'on va tout regarder à travers le prisme de l'écologie, essayer de comparer un peu ou de regarder comment les gens agissent, est-ce qu'ils sont suffisamment investis ou pas. Et l'éco-anxiété, ça peut avoir aussi des impacts sur nos vies, sur la vie perso, ça peut générer des maux du corps, des difficultés à dormir, ça peut venir questionner le désir d'enfant. Et ça va aussi impacter la vie professionnelle. Parfois, moi, j'ai des patients qui me disent je trouve plus du tout de sens dans le travail que je fais. Et ça peut aussi perturber tout ce qui est vie sociale, avec des gens qui vont complètement s'isoler parce qu'ils n'arrivent pas à parler à leurs proches ou ils ne se sentent pas du tout compris. Et quand s'inquiéter, moi je vous dirais que c'est quand ça devient vraiment trop, quand vous êtes enfermé dans beaucoup trop de tristesse, quand vous avez des idées qui peuvent basculer vers des idées suicidaires, quand ça peut déclencher ce qu'on appelle une dépression réactionnelle. Donc à partir du moment où on est aussi empêché dans ses prises de décision, qu'on vit ce qu'on appelle une éco-paralysie. À ce moment-là, c'est important de pouvoir se faire accompagner parce qu'on peut basculer dans un degré d'éco-anxiété qui devient pathologique. Ah ouais, ça a l'air coup dur. Du coup, moi, je me reconnais un peu dans ce que tu dis. Comment est-ce qu'on fait pour lutter contre ce sentiment d'impuissance, contre ce sentiment de on lutte tout seul et tout ? Est-ce que, moi, par exemple, j'ai coupé les infos. C'est-à-dire que je suis au courant de rien et ça va beaucoup mieux depuis. Est-ce que c'est une bonne technique ? Ouais, c'est une bonne technique. Ouais. Moi, j'appelle ça de la détox médiatique. Je propose ça à certains de mes patients. Alors, c'était venu d'ailleurs d'une de mes patientes qui m'avait
avec laquelle on avait mis en place un peu ce petit système. Par contre, c'est pas forcément possible pour tout le monde. Moi, je reçois des gens qui sont dans le milieu scientifique, dont c'est le métier. Parfois aussi des journalistes environnement. Donc, si on se coupe de l'environnement, ça devient un peu problématique. Faut changer de carrière, quoi. Ouais, alors c'est pas toujours possible. Donc, le principe qu'on peut proposer, c'est d'essayer de réduire un minimum les news, ou en tout cas de ne pas faire du rapport du GIEC matin, midi, soir. D'essayer de se préserver des espaces de temps où on va, écouter du stand-up ou faire des choses un peu plus légères qui font du bien. Pouvoir être dans l'action, en fait. Trouver une action qui, pour soi, a du sens. S'engager. Vraiment, l'engagement, c'est quelque chose qui permet de sentir qu'on est dans le mouvement et ça permet de réduire ce sentiment d'impuissance. Alors, ça peut être des actions individuelles ou des actions collectives, mais qui permettent aussi de sentir qu'on est en lien avec d'autres. Parce que ces problématiques, souvent, elles isolent, parce que l'entourage n'est pas forcément super sensibilisé ou n'a pas forcément envie d'être dans l'action. Ben ouais, justement, comment on fait pour pas être en colère ou aigri contre ces gens qui sont pas impliqués autour de nous? Moi, je sais que ça me touche un peu, ça. Alors, c'est pas évident. Moi, je vois certains de mes patients qui sabotent leurs relations pour mésentente écologique. Oui. Donc, je pense qu'il faut accepter qu'on a tous notre temporalité. On n'est pas tous en capacité d'intégrer de la même manière toute la problématique du monde. Il y a des mécanismes de défense qui sont là. Il y a des barrières psychologiques qui se lèvent, comme la plus connue, c'est le déni, mais il y en a plein d'autres. On peut avoir des difficultés à agir quand on ne perçoit pas l'impact concret de nos actions. On peut avoir du mal à changer. Et ça, il faut savoir que c'est des mécanismes qui sont là pour protéger les gens. Donc, faut pouvoir bien comprendre que ça fait partie de l'humain et peut-être à ce moment-là, essayer de ne pas tant focaliser sur les individus, mais essayer de stimuler le collectif. Les entreprises, les gouvernements qui ont plus de pouvoir d'action que les individus seuls. Si je m'en rapporte à une enquête que je cite souvent, c'est l'enquête de Carbone 4 là, qui s'appelle Faire sa part et qui dit que les individus ont 1/4 du changement dans leurs mains et que le reste, les 3/4, c'est dans les mains des entreprises et des gouvernements. Ouais. Mais c'est hyper décourageant. En même temps, ça permet de donner une forme de responsabilité aux individus et de replacer aussi une forme de responsabilité chez les gouvernements et les entreprises. Donc, on retrouve une juste place. Souvent, les éco-anxieux, c'est des gens qui veulent vraiment essayer de sauver le monde. Il y a un peu ce principe de vouloir beaucoup en faire et ça permet de se rendre compte que on a une capacité de changement. 1/4, c'est pas rien. 1/4, c'est quand même une bonne partie de ce petit camembert, mais qu'on peut pas tout faire. Donc c'est pouvoir trouver des actions cohérentes par rapport à qui on est et adopter, moi, ce que j'appelle une posture d'humilité, en se disant qu'on ne peut pas tout porter sur ses épaules. Donc, ce qui est cool, c'est que dans ce que tu dis, il y a des façons de gérer cette éco-anxiété. Est-ce que tu as des conseils concrets pour gérer ça au quotidien, par exemple ? Oui, alors l'éco-anxiété, c'est une détresse qui est prospective en partie, c'est-à-dire que c'est tourné vers le futur. On est inquiet par rapport à ce qui va se passer dans les années à venir, donc se réancrer dans le présent, être vraiment dans cette seule temporalité qui nous est disponible. Finalement, le présent, c'est quelque chose qui permet d'alléger ce sentiment d'éco-anxiété. Revenir dans le corps aussi, à travers des techniques de respiration, de méditation. C'est un moyen aussi de lâcher la tête qui tourne, qui est dans des obsessions et dans des ruminations. Trouver du sens, quelque chose qui a du sens, donc vraiment être dans l'action, ça, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui permet de se sentir utile et de réduire ce sentiment d'impuissance. Moi, je dis à mes patients que cette éco-anxiété, finalement, ça peut être une opportunité pour travailler sur ses émotions. Il faut pouvoir les accueillir et en parler. Aller dans la nature, pouvoir passer du temps vraiment au contact du monde vivant. Et je pense qu'il faut aussi pouvoir faire des choses légères, qui déconnectent, qui favorisent le fait de ressentir du plaisir, de la joie, faire du sport, être dans le mouvement, des choses comme ça, c'est quelque chose qui permet vraiment de pouvoir se réancrer encore dans le présent et passer du temps avec des proches. Pas vouloir leur faire changer d'avis sur les choses, mais être plutôt parfois dans des conversations qui n'ont rien à voir avec tout ce qui est climat, écologie. Et du coup, pour les peurs un peu plus irrationnelles, genre la peur de l'effondrement qui arrive très vite, comment on gère ça ? Je pense qu'il faut aller au bout de ces peurs. C'est ce que je propose à mes patients, en fait, de les comprendre, de les exprimer. Et souvent, ça permet qu'elles puissent un peu se déconstruire et remettre des faits scientifiques, en fait. Cet effondrement, il va pas se faire du jour au lendemain et ça va être quelque chose de progressif.
Et souvent, moi, les patients qui me disent « Ah là là, l'effondrement demain », on retravaille sur la question de comment vous vous sentez aujourd'hui. Est-ce que vous vous sentez en danger ici, maintenant? Et on en revient encore à ce réancrage dans le présent, finalement. C'est un peu la solution à tous les problèmes, j'ai l'impression, de se recentrer sur soi-même et de mettre les pieds dans la terre. C'est vrai qu'à chaque fois on dit ça, c'est vrai. Alors, moi, je travaille avec 3 axes. C'est prendre soin de soi, prendre soin des autres et prendre soin du monde vivant. Et on ne peut pas vraiment prendre soin de la planète si on ne va pas bien. C'est vrai. Donc, quand on est dans des choses trop anxiogènes, c'est déjà se recentrer sur soi, essayer de booster sa sécurité intérieure, la retrouver, et après, on peut se remettre dans l'action. Mais si on ne va pas bien soi-même, le reste, ça ne va pas fonctionner. Eh ben, c'était des trop chouettes conseils. Ouais, Merci je pour vais pas tout, dire qu'on a Charline. passé un moment très drôle, mais merci beaucoup, oui, Charline. On a fait peu de vannes drôles finalement, comme Ouais, on t'avait c'est ça. promis, mais Assez peut-être peu une d'humour. prochaine fois. Merci beaucoup, Charline. Mais merci à vous. Qu'est-ce que tu as appris, Valentin, de cet épisode? Waouh, déjà, j'ai un peu plus peur qu'au début de l'épisode. Sinon, une des solutions, c'est peut-être une sorte de détox médiatique, quand c'est possible. Peut-être de réduire de moitié ou un pourcentage qui est le vôtre, mais de pas consulter peut-être au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner tous les rapports du GIEC qui disent qu'il va faire très très chaud et que ça sent pas très bon pour nous. Il faut aussi se rendre compte de comment nous on se sent et d'essayer d'aller mieux avant d'essayer de régler tous les problèmes du monde, parce que c'est quand on va pas très bien que généralement on voit le mal-être dans le monde autour de nous. Il faut se concentrer un peu sur soi et après ça va être utile aux autres. Entrer dans un cercle vertueux, tu veux dire? Exactement. Merci beaucoup, Louane. Merci Valentin. En attendant le prochain épisode, on se retrouve sur les réseaux sociaux de Nouvelles Écoutes, Instagram et Twitter, et sur nos réseaux sociaux, Louane Manchot et Nato80. Tout à fait. Bisous tout le monde. Bisous tout le monde et Et courage, bon courage. pour l'éco-anxiété. Adulte Mode d'Emploi est un podcast de Nouvelles Écoutes. Écrit et animé par nous, Louane. et moi, Valentin Winato, La chargée de production, c'est Mathilde Jonin. avec l'aide en coulisses précieuse de Neila Hakmi, Le générique par Aurore Mailleux. directrice des productions Marion Gourdon. Enregistrement, montage et mixage par Constant Justin au studio Caleçon.